Maintenant, j'ai une approche beaucoup plus contemplative et distante. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma distance. Ça a pris du temps. Et je veux aussi que ce soit des sujets où il y a une certaine mélancolie, où il y a une part de rêve, mais on peut aussi y voir une part de regret, une part de... c'est des crépuscules qui se posent sur des régions, c'est des lumières un peu particulières, mais c'est tout un mood en fait qui me correspond plus à qui je suis aussi. Même si ça reste de la photo documentaire, il faut que ça exprime aussi une part de toi, et c'est pour ça que c'est toujours important pour moi de trouver les bons endroits pour faire ces séries. Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Ce podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image, je vous conseille vivement d'essayer Lightroom, qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous. Alors pour décrire cette photo, c'est une photo qui fait partie d'une série qui s'appelle Here There Men, qui est une série de portraits sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans en Chine. C'est des portraits environnementaux. Ça, c'est une photo issue du premier voyage que j'ai fait, qui est un voyage sur le pèlerinage du Kawa Karpo, qui est un pèlerinage tibétain, donc qui se faisait entre le Yunnan et la province du Tibet. Et en fait, on est parti pendant 12 jours dans les montagnes avec une équipe de Tibétains pour aller à la rencontre des pèlerins. Et donc un jour, au milieu de la montagne, on entend des chants maoïstes. C'est-à-dire que cette rencontre, cette personne, en fait, on l'a entendue avant de la voir. Et on se demandait ce qui se passait, des chants maoïstes dans les montagnes au Tibet. Après, je sais pas, 10-15 minutes, on voit ce type arriver, donc ce petit Tibétain, complètement habillé en uniforme de garde rouge, avec un ghetto blaster, donc qui jouait de la musique des chants maoïstes communistes à tue-tête. Donc c'était une rencontre assez particulière. Et en fait, cet homme-là, c'est un pèlerin professionnel, un pèlerin à gage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que d'autres Tibétains payent pour faire le pèlerinage à leur place. En fait, cet homme, c'est un peu un paradoxe vivant. C'est-à-dire que c'est la rencontre du spirituel et du commercial. Donc, c'est quelqu'un qui fait ce pèlerinage pour d'autres. C'est un Tibétain qui aussi est un grand fan de Mao, de la période révolutionnaire. Donc, c'est un peu un paradoxe par rapport à tout ce qu'on connaît sur le Tibet, qui a été récupéré par la Chine populaire en 1950 et toute la répression qu'il y a pu y avoir. Donc, c'était quelqu'un assez formidable comme ça, et donc j'ai voulu faire son portrait. Il n'a pas voulu tout de suite, ça a pris je pense 1 ou 2 journées pendant lesquelles il a voyagé avec nous. Et un jour on est tombé sur ce lieu sacré du pèlerinage où les pèlerins se recueillent et déposent des drapeaux de prière. Donc je lui ai demandé si il voulait bien que je le prenne en photo, et il a accepté. C'est un portrait de lui donc dans ce paysage montagnard tibétain. Derrière lui, on voit ce qui est devenu presque une décharge de drapeaux de prière, tellement il y en a. Et donc lui qui pose fièrement avec dans son habit de garde rouge, avec son ghetto blaster USB pour jouer de la musique maoïste. J'ai voulu le photographier comme ça et essayer de reproduire un peu un portrait, ces portraits de propagande qu'on voit dans les posters, enfin dans toute l'imagerie communiste chinoise. Et donc c'est un portrait environnemental très central, carré, fait au 6:6, que j'ai rééclairé, parce que toute cette série est rééclairée. Donc de lui qui pose fièrement avec le regard porté vers le lointain, et avec tout cet environnement spirituel autour de lui. Donc c'est une histoire assez particulière, et
Beaucoup de paradoxes, donc comme je te disais, entre le commercial, le spirituel et puis l'identité tibétaine, mais aussi ce fanatisme maoïste. Donc pour moi, c'était aussi la compréhension du fait que les choses ne sont pas aussi blanc et noir qu'on peut l'imaginer dans ces régions-là. Je m'appelle Patrick Vac, je suis photographe, j'ai 42 ans, je suis né en 1979 à Cannes et j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai pas du tout fait d'études en rapport avec la photographie, j'ai fait des études d'économie et de langues étrangères et ensuite une école de commerce, Subdeco Paris. J'ai fait une grande partie de mes études à l'étranger, donc j'ai étudié aux États-Unis, en Suède et j'ai fini mes études en Allemagne, où j'ai bossé pendant 2 ans, ensuite 2004-2005, dans une boîte de logiciels de musique qui s'appelle Ableton. En parallèle de ça, j'étais sportif de haut niveau pendant pas mal d'années. Je faisais du football américain de l'âge de 13 ans à l'âge de 25 ans. Et à partir de 1998, où j'étais sélectionné en équipe de France junior, pendant 6 ou 7 ans, j'étais en équipe de France. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionnait et qui a drivé ma vie pendant longtemps. C'était une passion un peu exclusive et dévorante. C'était ce à quoi je pensais en permanence. Et c'est ce qui m'a même conduit à Berlin, parce que je jouais dans une équipe semi-professionnelle. À côté de ça, je faisais de la photo. Je me suis mis au début de mes... Quand j'avais 20 ou 21 ans, justement, au retour des États-Unis, j'avais un peu une frustration de ne pas avoir enregistré toutes ces expériences que j'avais vues. Et j'ai récupéré le vieil appareil photo de mon père. Et j'ai commencé à photographier. J'ai fait comme de la photo de rue et j'ai commencé à faire aussi beaucoup de portraits de mes amis. Donc c'est un truc que j'ai continué pendant 4, 5, 6 ans. Et au moment, en fait, il a fallu prendre une décision importante. C'est-à-dire que Ableton m'a proposé un CDI. J'ai vu devant moi un peu cet horizon d'une routine, d'un boulot dans un bureau et tout ça, et c'est ce qui m'a fait peur. Et à l'époque, j'avais un bon copain au travers de la photo qui était parti en Chine, à Shanghai, un photographe qui s'appelle Eric Leleu, qui était à Shanghai depuis 1 an. Et l'idée m'avait traversé l'esprit d'y aller. Et donc j'ai pris la décision, quand on m'a proposé ce boulot, en fait, de dire non et de dire que non, j'allais partir en Chine et j'allais me lancer dans la photo. Ça, c'était 2005. Et je suis arrivé à Shanghai en 2006. Donc bien sûr, j'aimais beaucoup la photo, mais pour moi, c'était aussi un moyen de continuer cette vie de voyage, cette vie de bohème que j'avais connue en fait avec mes séjours à l'étranger, mes périodes d'études aux États-Unis, en Suède, et puis le boulot à Berlin. Et je voulais essayer de prolonger ça, quoi, essayer de vivre, de continuer un truc en dehors des sentiers battus. Et l'idée de partir en Chine est venue de ça, en fait. Je me rappelle pas de l'âge que j'avais, mais je me rappelle qu'on était à Arles. Je pense que mon père, qui bossait dans la photo, il bossait chez Picto, m'avait emmené à Arles. Et je visualise en fait la place de la République, cette fontaine. Et je crois que j'étais tout petit, j'avais 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Et j'étais assis sur la bordure du bassin. Et en bordure du bassin, il y a ces têtes de cygnes qui font partie de la fontaine et qui recrachent de l'eau. Et je me rappelle d'un photographe qui était assis à côté de moi. Et à un moment, il y a eu cette lumière qui est arrivée et qui s'est déposée sur la fontaine, sur cette tête de cygne. Et j'ai vu le mec voir ça, saisir son appareil photo et faire une photo en gros plan de cette tête de cygne. Et j'avais trouvé ça absolument génial. C'est comme si ça avait été une révélation, en fait. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé au niveau de la lumière et qu'il avait compris quelque chose dans l'environnement et qu'il avait décidé de le photographier. Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu. Sur le moment, j'ai pas compris, et ensuite j'ai regardé et j'ai vu qu'en fait il y avait quelque chose qui s'était passé. Et ça a été un peu une révélation que j'avais pas compris sur le moment, mais que maintenant, quand j'y repense, il y avait quelque chose dans ma tête, dans un déclic qui s'était passé, parce que j'avais réalisé qu'il y avait eu un moment à saisir. Il y avait quelque chose qui était pas là et tout d'un coup qui était apparu et qu'il avait décidé de le saisir à ce moment-là, parce qu'il y avait
Donc c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais enfant. C'était un mélange de surprise, d'incompréhension et ensuite de révélation. Et c'est une image qui est restée. Et à chaque fois que je retourne à Arles et que je vois cette place avec cette fontaine, j'y repense. Alors en fait, j'ai commencé à faire des projets documentaires de long terme il y a environ une dizaine d'années. Donc ça faisait 5-6 ans déjà que j'étais en Chine. L'activité de photographe qui était principalement une activité de commande et de la photo de rue mais sans projet construit, je commençais à trouver ça assez limité et je voulais justement développer des projets, une écriture, des choses, des narrations sur lesquelles je pouvais me concentrer. Donc le premier long projet sur lequel j'ai travaillé, c'est cette série de portraits Here There Are Men, sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans. Donc j'étais passionné par le portrait à l'époque, le portrait environnemental, essayer de raconter des histoires sur des gens et des lieux avec une image. Ensuite, j'ai fait plusieurs sujets documentaires de plus courte durée dans les régions tibétaines, en Mongolie intérieure, à Shanghai, sur la jeunesse shanghaïenne. Et ensuite, je sais pas, il y a une approche, il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'est posé en termes de matériel, de vision, de sujet, au travers en fait de ce projet de portrait pendant lequel je m'étais intéressé à la ville de Chongqing. J'ai commencé un long projet sur la ville de Chongqing, qui est une ville au milieu de la Chine, une ville absolument gigantesque, sur laquelle j'ai fait un petit livre avec un poète français qui s'appelle Pierre Vinclair. Et ensuite, je suis venu aux 2 projets sur la région du Xinjiang. Donc je pense que maintenant, en fait, mon approche documentaire, c'est vraiment s'intéresse à des lieux, des unités géographiques qui m'intéressent pour différentes raisons, différentes thématiques, parce qu'elles sont à la rencontre de thématiques géopolitiques, des thématiques esthétiques, c'est-à-dire que c'est des endroits qui m'inspirent aussi visuellement. Et en fait, j'aime aller dans ces lieux, y retourner, les explorer, passer du temps pour éditer les projets, réfléchir et essayer de me les approprier. Donc c'est vraiment des projets qui sont axés sur une géographie et un entremêlement de différentes thématiques entre le politique, l'historique, le social, l'environnemental et aussi des considérations poétiques et esthétiques. Il faut que j'y vois aussi un potentiel pour exprimer un peu des trucs qui me travaillent moi aussi intérieurement. En fait, je voulais trouver une photographie qui me corresponde plus en termes d'ambiance. C'est-à-dire que ce portrait de projet, par exemple, c'était un portrait où j'engageais vraiment les gens. Alors j'ai énormément d'influence. Ensuite, je me pose toujours des questions sur le fait que, est-ce que le fait que je sois un inconditionnel de blues du Mississippi ou des films de Jim Jarmusch va vraiment avoir une influence sur ma photographie, j'en suis pas sûr. Donc je préfère parler en fait plus de 3 livres qui m'ont vraiment influencé, 3 projets sur la Chine, qui sont The Long River de Nadav Kander, le projet Fantôme Shanghai de Greg Girard sur la ville de Shanghai, et Chinese Interiors, qui est un projet de Robert van der Hilst, un photographe hollandais. Donc c'est 3 séries documentaires sur la Chine, donc qui ont été réalisées par des étrangers. Et c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment décomplexé, parce que souvent on s'imagine que c'est difficile en tant qu'outsider de documenter une région, mais pour moi ça a été justement réalisé que la série Nadav Kander a été réalisée en 5 voyages de 2 semaines. Je trouve ça absolument incroyable. Donc les images de Nadav Kander, c'est un choc visuel, mais c'est aussi un choc en fait avec c'est des images qui ont une échelle assez dingue et qui pour moi correspondent bien à ce qu'est la Chine, c'est-à-dire un pays qui n'est pas à taille humaine, comme la Russie ou les États-Unis. C'est des pays qui sont des mondes en soi, et je trouve que les images de Kander, ces images démesurées donc qui montrent ce fleuve, ces images très mélancoliques aussi où on voit vraiment le passage du temps, c'est pour moi la plus belle description, la description la plus poétique que j'ai vue sur la Chine.
Ensuite, le projet de Greg Girard, c'est un projet qu'il a réalisé au début des années 2000 à Shanghai et qu'il a publié en 2006 ou en 2007, donc juste après que je suis arrivé à Shanghai. Ces images, c'est une chromie, c'est une ambiance particulière, et c'est vraiment aussi le Shanghai qui me plaisait, c'est-à-dire c'est le Shanghai de nuit avec tous ces néons, toutes ces lumières qui peuvent être rouges, vertes, jaunes, qui sont mélangées, cette ville fantomatique, cette ville qui est en train de disparaître et qui est en même temps en train de naître, parce qu'il l'a vraiment photographié à un moment charnière où c'était un monde qui disparaissait pour laisser place à un autre. Donc voilà ces ambiances et ces chromies. Et le projet de Robert van der Hilst, Chinese Interiors, qui sont des tableaux d'intérieur chinois, et je trouvais ça assez génial d'avoir déjà c'est des images qui sont superbes, et ensuite c'est un projet qui permet de raconter la Chine en fait en s'intéressant aux détails, souvent sans photographier les gens, mais c'est des images qui parlent des gens parce que ça parle de la manière dont ils vivent. C'est un projet qui décrit aussi très bien la pluralité tu vois, ethnique qu'il y a en Chine, les écarts de richesse, un 21e siècle ultramoderne, en même temps des intérieurs ruraux presque moyenâgeux. Et bien sûr, c'est des intérieurs qui font énormément penser aux peintures hollandaises classiques. Et ces trois projets qui ont été réalisés en photographie argentique, et ces trois projets aussi qui m'ont extrêmement motivé pour m'intéresser à ça, et qui m'a permis de trouver aussi d'évoluer moi techniquement, et trouver aussi une esthétique qui me plaise. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Ma première impression en débarquant à Shanghai, c'est que j'étais complètement perdu. J'étais arrivé de manière très naïve en Chine en général, bon bien sûr avec des ambitions de photographe, alors que je me suis très vite rendu compte que j'étais pas du tout photographe, et que j'avais tout un métier à apprendre. Mais pareil, j'étais arrivé de manière un peu prétentieuse en me disant ça fait déjà des années que je suis à l'étranger, donc je suis un peu vacciné sur le dépaysement, mais je suis arrivé j'étais complètement paumé. Complètement paumé d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel. Vraiment l'impression de débarquer dans un autre monde dans lequel j'avais aucun repère, et où il fallait un peu tout reconstruire, quoi. La manière dont tu interagis avec les gens, la manière dont la ville fonctionne, enfin que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau humain, même au-delà de la barrière linguistique. Les 6 premiers mois où j'étais vraiment complètement paumé. 6 premiers mois aussi où je squattais sur le canapé de mon pote parce que j'avais pas un rond, et donc voilà, donc un grand moment de solitude. J'étais parti un peu la fleur au fusil en me disant je vais devenir Cartier-Bresson, je vais faire des photos de reportages dans les rizières et tout ça. Donc si tu veux, j'étais parti avec une image très naïve d'une Chine un peu qui est véhiculée dans les expositions photos et tout ça qu'on voit. Et j'ai débarqué dans une ville ultra moderne, mais en même temps complètement étrangère et incompréhensible. Donc un premier sentiment et une première période d'être complètement paumé. À défaut d'être photographe, à défaut d'avoir un réseau dans la photo, à défaut d'avoir des clients, des compétences ou quoi que ce soit, l'idée c'était quand même de partir à Shanghai, là où il y avait un boom économique et il y avait plein de choses qui se passaient. Et ça c'était vraiment un bon calcul. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2006, c'était une ville qui se construisait, qui changeait énormément, où énormément d'entreprises arrivaient, se développaient, et puis tu vois, il y avait une demande de photos, de documentation et tout ça. Donc le fait d'être photographe étranger, tu vois, trilingue, parlant français, anglais, allemand, déjà c'était une bonne idée. Et en fait j'ai appris en faisant. C'est-à-dire que je me suis déclaré photographe alors que je n'étais pas du tout photographe. J'ai fait un site, et puis vu que j'ai un background un peu marketing, j'ai fait un site, je l'ai fait référencer.
Et voilà, enfin pendant 6 mois, j'ai pas eu de boulot. Je me suis fait des contacts sur place. Donc en fait, mes premiers boulots, ça a été de faire de la photographie dans les boîtes de nuit chinoises. Et les premières périodes où j'ai gagné de l'argent. Donc c'était des contacts de copains, des gens avec qui je faisais la fête, tu vois, qui étaient promoteurs dans des clubs et tout ça. Et c'est mes premiers boulots. Donc j'avais une résidence photographique dans un grand club sur le Bund. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un revenu régulier. C'était très difficile parce que j'étais assez timide, donc il fallait que je m'enivre pas mal pour réussir à faire ces photos, mais c'était aussi une bonne école parce que faire de la photo dans des clubs quand il fait sombre, t'apprends à te servir de ton appareil photo numérique, t'apprends à te servir de ton flash, à faire de la synchro lente, des trucs comme ça. Donc c'était une très bonne école. C'était aussi très bien pour développer des contacts parce que je rencontrais plein de monde en soirée. Donc j'ai rencontré pas mal de monde sur place, ce qui m'a donné des contacts dans la presse locale étrangère, tu vois, pour faire des portraits d'expats ou des trucs comme ça. Et puis aussi j'ai commencé à récupérer ensuite des commandes par des médias étrangers ou des boîtes étrangères qui étaient ravis de trouver un photographe, même sans portfolio, qui parlait anglais, français ou allemand sur place. Donc c'est comme ça que les choses sont allées assez vite et puis que j'ai fait mon apprentissage en fait en faisant beaucoup de conneries puis en essayant plein de types de photos et puis de voir celle qui me convenait. Donc c'était une école en fait complètement différente de celle que tu peux avoir en Occident, j'imagine, où tu t'apprends en étudiant ou en étant assistant. Donc là, c'était vraiment une école du terrain. En fait, en 2016, ça fait 10 ans que je suis en Chine. Ça fait plusieurs années que je travaille sur des projets documentaires. Et c'est une période aussi où je commence à me poser la question de quitter la Chine. Donc je veux réaliser un dernier projet en Chine, mais je veux réaliser un projet en Chine sur une région de la Chine qui ressemble pas à la Chine. Donc pas en fait retomber dans les stéréotypes visuels de la Chine de l'Est ou du centre qui se développent à cette période-là. À partir de 2014, c'est le lancement de la Belt and Road Initiative, de la politique des nouvelles routes de la soie de Xi Jinping. Donc on parle énormément de l'Ouest chinois et de la région du Xinjiang. Et c'est aussi en fait une période où je discute beaucoup avec un ami qui s'appelle Dan Qin, qui enseignait à New York University à Shanghai, et il enseignait un cours de littérature comparée où il comparait en fait la conquête de l'Ouest américaine avec la conquête de l'Ouest chinoise. Et ça m'a vachement intéressé parce que aussi j'avais une relation personnelle avec les États-Unis, que tu vois. Au travers des films, de la musique, des road trips que j'avais fait aux États-Unis, cette idée de conquête de l'Ouest et de l'Ouest américain, c'est un truc qui me touchait pas mal. L'idée a germé d'essayer de retrouver cet Ouest américain dans l'Ouest de la Chine, essayer de voir si je pouvais retrouver un peu cette Manifest Destiny, cette mythologie messianique américaine de la conquête de l'Ouest, s'il y avait quelque chose, un pendant en fait chinois qui se développait avec ces nouvelles routes de la soie. Et comme je te disais avant, en fait, quand je travaille sur des projets, j'aime bien qu'ils soient à l'intersection de différentes thématiques. Donc je trouvais ça passionnant en fait de parler d'un sujet qui me touche par rapport à mon histoire personnelle, qu'il y ait une thématique géopolitique avec les nouvelles routes de la soie, et puis d'aller dans une région où il y a des problématiques sur les énergies fossiles, sur la répression des Ouïghours. Même en 2016, même si ne développait pas encore l'univers concentrationnaire, on était déjà au courant que tu avais quand même une répression des minorités. Donc je suis parti avec cette idée en fait de faire cette comparaison. Donc je pars en 2016, je fais un premier voyage avec mon ami et poète Pierre Vinclair. Et je trouve la région absolument passionnante et je trouve, comme je dis dans la préface du livre, en fait une région qui est au précipice de l'histoire, c'est-à-dire que tu sens que c'est un monde qui va disparaître. Les vieilles villes ouïghours sont en train d'être détruites, une présence policière omniprésente partout, ségrégation économique, les industries qui créent de la richesse, c'est-à-dire le pétrole ou la construction, où il n'y a que des Chinois Han, qui sont des migrants de l'intérieur en fait. Et puis les Ouïghours qui travaillent simplement dans des champs de coton, donc si tu veux, il y a quelque chose à raconter. Donc j'y retourne 2016-2017. En fait, j'y retourne 4 fois. J'y passe 2 mois
pour raconter cette conquête de l'Ouest chinoise avec tout ce que ça amène d'espoir pour les Chinois Han qui immigrent et tout le désespoir, en fait, la misère que ça raconte aussi pour ces minorités turciques, ouïghours, kazakhs et tout ça qui sont dilués petit à petit par ces masses migrantes et qui subissent en fait la ségrégation économique. Et voilà, après plus de 2 mois et demi passés dans la région pendant 1 an et demi, je pensais que mon sujet était fini, que ça racontait déjà en fait le crépuscule sur cette région et puis ce qui s'y passait. Et puis en 2018 sortent les premiers articles et puis les premières photos des camps de concentration qui sont en train de s'y développer. Et là, je suis absolument horrifié. Et c'est un peu prétentieux de dire que j'ai eu l'impression que c'était mon devoir d'y retourner, mais je me dis qu'il faut en fait que je mette à jour mon projet et que parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps, parce que je parle chinois, parce que j'ai déjà des photos à montrer, tu vois, je me dis qu'il faut que j'y retourne pour documenter en fait l'évolution de la région. Donc la première série Out-West qui est du moyen format argentique, qui est très paysagiste, qui est très contemplative. En fait là je repars en 2019, donc je repars en janvier 2019 pour un premier voyage de 2 semaines et ensuite un deuxième voyage de 2 semaines et demie en novembre 2019 et je sais que je pourrais pas faire le même travail, je sais que je serai suivi, je sais que on va scanner mes bagages 10 fois par jour, donc je vais pas partir avec 50 pellicules argentiques et tout ça, donc je pars en numérique et je pars avec en fait l'intention de faire un reportage beaucoup plus traditionnel sur la communauté ouïghour sous la répression et puis aussi essayer de montrer ce qui a changé dans le paysage. Et puis là j'arrive dans un autre monde, c'est-à-dire que la région a complètement changé. Les paysages ont complètement changé parce que tous les symboles musulmans ont été retirés du paysage, toutes les mosquées sont fermées, les femmes sont plus voilées. La présence policière a été multipliée par 2 ou 3, ce que je pensais pas être possible. Mais donc tu vois, j'avais quitté une région qui était surveillée, et là j'ai l'impression de débarquer en fait dans une prison à ciel ouvert. Donc la jeunesse du projet en fait c'est ça, c'était que j'étais parti pour c'était un peu un élan romantique sur la conquête de l'Ouest, c'était devenu un sujet sur une région, le développement du Far West chinois et puis aussi la répression ouïghour, et ensuite j'y suis reparti pour le mettre à jour avec une région qui montre comment on enferme, comment il y a un génocide qui s'est mis en place, et puis comment la région a radicalement changé et n'est plus ce qu'elle était en l'espace de 2 ans. Donc pour décrire une photo du projet, je vais parler de ce portrait d'une dame dans une pharmacie. C'est une photo que j'ai fait au premier voyage, donc en mai 2016. Donc on est dans une pharmacie à Kashgar avec une pharmacienne qui pose seule dans cette pharmacie qui est très bien achalandée avec plein de couleurs différentes, mais avec cette lumière et cette chromie très pâle, et puis elle pose au centre de l'image, et puis elle est perdue dans ses pensées. Donc c'est vraiment une image assez mélancolique. On se demande en fait, elle intrigue tout de suite parce qu'on se demande à quoi elle pense, on se demande quelle est la situation. En fait pour expliquer un peu le contexte, j'étais rentré dans cette pharmacie et j'avais trouvé que visuellement elle était absolument formidable, et il y avait 3 pharmaciennes ouïghours qui travaillaient dedans, et j'avais voulu les prendre en photo et elles n'avaient pas accepté, donc j'avais dit est-ce qu'on pourrait faire une photo demain matin, et elles avaient dit oui. J'étais revenu le lendemain matin et il n'y avait que cette dame qui était là. C'était le début du projet et je savais que c'était un projet où je voulais une approche paysagiste et contemplative. Je savais que je voulais intégrer des gens, mais je voulais qu'ils s'intègrent justement dans cette ambiance où très pâle et très mélancolique, c'est-à-dire que je voulais pas des portraits engagés avec des gens qui s'adressent aux spectateurs, mais je voulais plutôt saisir des moments où on voyait des gens perdus dans leurs pensées, comme si tu vois un moment de perdition.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu jusqu'à ce qu'elle elle se lasse en fait de poser, et puis il y ait son regard qui vienne regarder le bas de l'image, et c'est à ce moment-là où j'ai fait cette image-là. Donc c'est vraiment une image construite, parce que j'avais déjà cette intention sur le mood de la série, et je voulais que les portraits collent avec ces paysages crépusculaires et mélancoliques. Donc en 2017, je quitte la Chine, donc après avoir fini le projet Out West. Donc je rentre me réinstaller à Berlin en juillet 2017, et le dernier voyage pour Out West, c'était en avril ou en mai 2017, jusqu'à l'arrivée du Covid. Donc fin 2019, je continue à retourner régulièrement en Chine en fait pour des commandes, et aussi pour The Night is Thick, le deuxième projet que je fais en 2019. Donc les deux projets sont pas mal publiés. Ça faisait 2 ans en fait que j'essayais de le publier en livre. J'étais en contact avec pas mal d'éditeurs, et finalement les choses se font avec les éditions André Frères. Toute la fabrication du livre et tout ça s'est fait cette année, l'impression cet été, et on commence à travailler sur la sortie, tu vois, aussi cet été au mois d'août. Et donc il y a Kodak qui, le social media manager de Kodak qui repère le projet et qui me dit je trouve que le projet est super, et j'ai envie d'en parler, parce que c'est un projet qui est shooté en argentique sur Kodak. Donc il me dit fais un choix de 10 images, et puis écris-nous un texte pour le post. Et l'Instagram de Kodak, c'est quand même 900 000 followers, donc c'est quand même énormément de visibilité. Donc j'écris un texte qui est bien sûr politique, avec mes opinions sur ce qui se passe dans la région. Il le poste tel quel. Je crois qu'en 24 heures, il y a 50 000 ou 60 000 likes, énormément de messages de soutien, mais ça déclenche aussi pas mal de messages de haine vis-à-vis de nationalistes chinois, de gens qui croient pas que la situation au Xinjiang est comme ça. Donc Kodak prend peur, décide d'effacer le post, et aussi ils font un message d'excuse. Ils postent un message d'excuse à la place en disant que l'Instagram de Kodak n'est pas une plateforme politique, que le texte qui avait été écrit, c'était simplement mes opinions, et qui, en fait, ils s'excusent platement devant les gens qu'ils ont offensés en Chine, et devant le gouvernement chinois. Donc, et en fait, ils sont pas rendus compte qu'ils allaient se mettre dans la merde, en fait, 100 fois plus en faisant ça, parce que c'est comme si ils s'auto-censuraient, en fait, pour des intérêts économiques en Chine. Donc ça crée vraiment une vague d'indignation qui a généré énormément de messages de soutien pour le livre. Ensuite, pas mal de messages aussi d'insultes. On me traite de menteur, d'opportuniste et tout ça. Mais quand même majoritairement des messages de soutien. Et puis ça a créé quand même une visibilité pour le projet et le livre absolument inespérée. Vis-à-vis de Kodak, moi, ce que j'en pense, c'est que je comprends très bien. En fait, c'est une situation à laquelle je suis habitué, parce que le sujet de la Chine, la polarisation, en fait, du monde entre l'Occident et la Chine, ce qui se passe au Xinjiang, ce qui se passe avec Taïwan, ce qui se passe avec Hong Kong, en fait, tout est ultra politique. Et que en fait, les grandes entreprises qui ont des fournisseurs en Chine, ou pour qui le marché chinois est ultra important, elles essayent de pas se positionner par rapport à ça. Et à part si elles sont mises le dos au mur. Donc en même temps, moi j'ai été extrêmement déçu, mais en même temps je comprends, parce que elles sont prises en tenaille dans un monde globalisé, dans des impératifs économiques entre les marchés occidentaux et le marché chinois, qui sont des marchés dont elles peuvent
pas se passer. Donc c'est une situation très difficile. Donc bien sûr, c'est décevant, surtout de la part de Kodak, en fait, qui est un acteur de la photographie qui a toujours dit qu'ils étaient là, en fait, pour soutenir la photographie documentaire aussi. Donc ils disent que nous, on n'est pas des acteurs politiques, on veut pas prendre part et s'excuser au gouvernement chinois qui a un régime génocidaire, ça choque. Mais j'ai quand même cette lucidité où je comprends que ces grands acteurs économiques, en fait, ils sont complètement pris au piège. Récemment, mes projets ont une approche politique. Ouais. Je pensais pas qu'il y allait. Moi, c'était pour Out West, en fait, c'était un projet documentaire sur une thématique géopolitique. Ensuite, un parti pris politique, il n'y avait pas. C'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure en voyant la situation sur place. Quand tu es mis face à une évidence, et puis ensuite, après avoir été horrifié en réalisant en fait que l'histoire se répétait au Xinjiang, il s'y développait en fait la pire entreprise génocidaire depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est complètement inacceptable. Donc bien sûr, le projet devient politique. Les images prises séparément sont pas forcément politiques parce que les images d'Out West, c'est des images assez contemplatives, et même les images de The 96, si tu veux, j'ai pas de photos de camp, j'ai pas de Ouïghours enchaînés, je les ai pas, ces images-là. Mais la velléité du projet est devenue politique, et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi d'en faire un livre, parce que ça permet d'en faire un objet politique, avec la direction artistique. Quand tu vois la couverture du livre, par exemple, et toute la DA, le design de Joao Lineux, qui est inspiré en fait de cartes avec des camps de concentration. Donc tu comprends qu'il y a un parti pris très fort. Et ensuite aussi grâce au texte, ma préface d'abord, mais aussi les 3 textes de spécialistes. Donc tu as le texte de Brice Pedorletti, qui est l'ancien correspondant du Monde en Chine pendant 15 ans, qui a énormément travaillé sur la question tibétaine et la question ouïghour, donc qui parle de la répression actuelle et de la difficulté en fait de documenter une répression qui n'est pas visible. Et ensuite un texte de Rémi Castet, qui est un des grands spécialistes français de la région et des routes de la soie, qui explique en fait le rôle central de la région du Xinjiang dans les nouvelles routes de la soie, son rôle pivot, et puis aussi tout le contexte historique. Et puis ensuite il y a le texte de Drew Gladney, qui est un professeur d'anthropologie américain, qui est un spécialiste de l'islam en Chine et aussi des routes de la soie et des Ouïghours, et qui parle du génocide, de la genèse de ce génocide, pourquoi il a été mis en place, et en fait les risques que ça fait causer au régime de Xi Jinping. Donc si tu veux, les images prises séparément sont pas politiques, mais le projet est devenu politique au fur et à mesure, et le fait d'en faire un livre et de lui donner justement un angle, c'est aussi la forme livre, ça permet d'étayer en fait le propos et de faire ce que tu peux pas faire quand tu as une publication dans la presse avec quelques images, ou quand tu as une expo avec une dizaine d'images dans une galerie. C'est construire ta narration photographique, vraiment montrer pour moi l'évolution de la région au travers des 2 projets, et puis étayer ton propos en fait avec texte et visuellement. Donc non, est-ce que toutes mes images sont politiques ? Non. Ensuite, moi, sur les 2 projets que je fais maintenant, je travaille sur un projet qui s'appelle Minor Differences en Bosnie, qui est aussi un projet politique, mais tous mes projets ne seront pas politiques. Ensuite, il y a des gens qui vont me dire que toute image est politique. Ça, je sais pas. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. J'ai 2 projets en cours actuellement. J'ai Minor Differences, qui est un projet en Bosnie que j'ai commencé en 2019, et puis un deuxième projet qui s'appelle Azov Horizons, sur la mer d'Azov, donc qui est cette extension de la mer Noire entre la Russie et l'Ukraine. Le projet Minor Differences, c'est un projet que j'ai commencé à Mostar, en fait, où j'ai fait 2 premiers voyages dans cette ville de Herzégovine, qui est une ville divisée en fait depuis la guerre. C'est-à-dire que t'as la Neretva qui passe au milieu de la ville, et puis maintenant dans cette ancienne ville cosmopolite, t'as les Croates catholiques d'un côté et les musulmans bosniaques de l'autre.
Donc à l'origine, en fait, je voulais parler de la Bosnie en prenant comme toile de fond cette ville-là, et je me suis rendu compte que ça allait être trop étriqué comme environnement. Donc j'ai élargi le projet à toute la Bosnie. J'ai fait 6 voyages maintenant. Donc les 4 derniers voyages, c'était des longs road trips de 2 semaines à travers le pays à chaque fois avec des thématiques un peu différentes. Et c'est un projet sur énormément de choses. C'est un projet en fait sur la mémoire, sur la géopolitique de la mémoire, sur le fait que depuis la guerre, en fait, c'est un pays en fait où il y a différentes réalités. Il faut comprendre un peu l'histoire de la guerre et puis les accords de Dayton qui ont divisé le pays en fait entre la République serbe de Bosnie et la Fédération. C'est-à-dire que tu as en fait 2 entités à l'intérieur d'un même pays qui sont presque mono-ethniques maintenant. C'est-à-dire que la Bosnie, qui était le pays le plus cosmopolite de l'ex-Yougoslavie, où il y avait des Serbes orthodoxes, des musulmans bosniaques, des catholiques croates qui vivaient en bonne harmonie, maintenant en fait ont été répartis sur les lignes du front en fait qui ont été décidées à l'armistice. Chaque entité en fait a sa vision de l'histoire, vit dans une réalité différente. Et en fait la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu peux construire un pays quand les communautés en fait sont divisées dans leur vision de l'histoire, dans leur narration nationale. Il y a un problème en fait de reconstruction. Et pourquoi en fait ce pays, 25 ans après la fin de la guerre, n'arrive pas à se reconstruire. Et en fait moi c'est un sujet qui me touchait aussi un peu personnellement, parce que les premières images quand j'étais adolescent en fait un peu de mon arrivée à l'état adulte et un peu la compréhension du monde quand j'avais 12-13 ans, c'est les images de la guerre. Et je me rappelle en fait très clairement avoir vu ces images de prisonniers dans des camps complètement décharnés, et d'avoir vu ces images en couleur. Et à l'époque, je comprenais pas comment c'était quelque chose comme ça. Pourquoi ces images étaient en couleur alors que c'était des images qui devaient appartenir au passé, à la Seconde Guerre mondiale. Et comment, dans l'Europe dans laquelle je vivais, des choses comme ça pouvaient se produire. Donc, c'était un moment aussi qui m'a vraiment marqué. Et en fait, pendant que j'étais en Chine, beaucoup de mes amis étaient issus des anciens pays issus de l'ex-Yougoslavie. Et ils avaient énormément de conversations historiques sur le pays, ce que les Balkans étaient devenus. Et en fait, ils s'entendaient pas sur plein de choses, mais ils s'entendaient sur le fait que la Yougoslavie, c'était un pays formidable, c'était une utopie. Et qui a été complètement détruite par des ambitions personnelles d'autocrates, qui avaient utilisé le nationalisme et la religion, en fait, qui sont des relais éternels dans la région des Balkans pour dresser les gens les uns contre les autres. Et donc ça a réanimé en fait des images de mon adolescence et tout ça. Et vu que je rentrais en Europe, en fait, je voulais parler de ça, du nationalisme en Europe. Et je voulais trouver un sujet en Europe qui me touche et qui parle en fait du fait que l'utopie européenne et tout ça en fait n'était pas quelque chose de donné, et que c'est quelque chose qui pouvait s'écrouler, et en fait utiliser ce microcosme bosnien pour parler de choses plus universelles sur la création d'un pays et d'un vivre ensemble. Voilà, donc en fait j'utilise la Bosnie pour parler de ça, et puis en travaillant vraiment sur la mémoire et en fait comment la mémoire façonne le paysage. C'est une image faite en janvier 2020, donc au plus fort de l'hiver, dans le centre-ville de Sarajevo, à un moment où en fait la ville de Sarajevo était la ville la plus polluée au monde. En fait, la ville de Sarajevo, c'est une ville qui est dans une cuvette qui est entourée de montagnes. C'est une ville où les gens se chauffent énormément encore au charbon. Donc il y a une pollution absolument dingue en hiver. Et donc je suis tombé à ce moment où c'était, bien sûr c'est l'enfer pour les gens qui y habitent, mais pour un photographe qui s'intéresse aux ambiances, aux couleurs et tout ça, c'est absolument génial. Et donc j'ai passé plusieurs nuits à
à me balader dans la ville. Et donc c'est une cour intérieure d'un vieil immeuble où j'ai fait une autre photo en contre-champ qui est cette photo très rouge d'une cour avec, on a l'impression qu'elle est sortie des années 60-70. Et donc ça c'est la vue qui donne sur la rue avec en fait ce brouillard, cette pollution qui donne cette lumière cinématique si particulière. Et puis c'est bien sûr une pose longue, donc avec une couleur jaune très chaude dans l'entreporte. Et puis on voit la rue avec ce brouillard et cette lumière rose qui vient en fait des néons de la rue, et puis ce fantôme qui passe. Donc c'est une photo d'ambiance, hein. Elle parle aussi bien sûr du problème de pollution à Sarajevo, et les problèmes de pollution atmosphérique ou dans l'eau, c'est des problèmes qui sont issus du caractère complètement dysfonctionnel en fait du gouvernement bosnien, et c'est un des malheurs pour les Bosniens, c'est justement d'avoir un environnement qui se dégrade et puis une qualité de vie. Donc ça parle de ça, et puis ça parle aussi d'un pays qui est figé dans le temps, parce qu'on sait pas à quelle époque elle a été faite, cette image. Elle aurait pu être faite il y a 50 ans. L'utilisation de la pose longue, c'est quelque chose d'assez récent. C'était d'un point de vue technique, en fait. Je voulais ralentir mon process et puis plus construire mes images. Aussi être indépendant de l'heure de la journée. Travailler aussi avec des chromis. En fait, plus ça va, plus je travaille en fait en fin de journée. Si c'est pas de nuit maintenant, mais je travaille soit... si je suis pas en commande, je travaille à l'aurore et au crépuscule. Et j'utilise en fait le temps de la journée pour faire des repérages. Parce que esthétiquement, c'est ce qui me convient, et puis c'est ce que je trouve plus intéressant quand tu peux justement mêler la lumière artificielle avec la lumière du jour, et puis il y a aussi des couleurs qui sont intéressantes. Donc c'est un souci technique, le fait d'utiliser un trépied, de me ralentir, et puis aussi de construire un cadre qui m'intéresse, et puis de voir ce qui va s'y passer. Ça permet en fait d'amener le temporel dans l'image, de raconter plus de choses, de donner du mouvement, et puis d'amener, c'est ça, la notion du temps, de jouer avec un élément narratif supplémentaire. Et puis c'est... en fait, je me rends compte de plus en plus que c'est des moments de la journée qui me conviennent plus. C'est-à-dire que des rues blindées avec des gens et tout ça, en fait, j'essaye plus. Ou si j'essaye encore, parce que je me balade, je fais des repérages, mais c'est pas le moment qui me convient pour faire des photos. Et faire des photos de nuit, être seul, ou faire des photos en fin de journée quand les rues se vident, c'est des moments qui me conviennent beaucoup plus en fait. Je fais toujours beaucoup de portraits à la volée, mais en fait, au final, c'est pas les images généralement que je choisis dans les séries. Mais je fais toujours autant de photos très spontanément, mais ça correspond moins en fait aux narrations qui m'intéressent maintenant. Donc c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance en fait à construire mes images et donc mes portraits, à prendre du temps, à faire poser les gens et puis à essayer de les insérer en fait dans une narration plus globale. Donc comme je te disais sur Out West par exemple, je voulais qu'il y ait une concordance de la narration entre les paysages et les portraits, et ça tu peux pas les faire à la volée. Donc oui, j'ai de plus en plus tendance à diriger les gens et à les construire. C'est pour ça que je dis pas que je fais du journalisme, je fais de la photographie documentaire, mais c'est très souvent de la reconstruction, de la mise en scène pour faire le storytelling qui m'intéresse. Ensuite, tout dépend des situations. Des fois, il y a des situations où l'image est là et je la saisis. C'est aussi pour ça que même si je travaille au moyen format argentique, je travaille quand même avec des appareils photo qui sont très faciles à utiliser, Mamiya 6, Mamiya 7 ou Pentax 6-7, qui me permettent quand même de saisir des trucs. Mais c'est vrai que au final, c'est pas les images qui font généralement le cut. Donc oui, donc il y a ce souci de construire vraiment les portraits et de diriger les gens.
Mon rapport au temps et ma photo, en fait, c'est vu que j'ai différentes activités photographiques, il est vraiment différent suivant mon activité. C'est un grand luxe en fait de pouvoir travailler sur ces commandes et puis de pouvoir aller quelque part et retourner. Et en fait, je suis complètement incapable maintenant où j'ai plus envie de construire une narration, si tu veux, en faisant un voyage d'un mois. En fait, j'ai jamais été même capable moi de voyager pendant un mois ou 2 mois. Moi, en fait, déjà, mon idée du voyage, c'est surtout aussi de m'incruster dans les endroits. C'est pour ça que j'ai vécu en Chine pendant 11 ans et que là, je vais m'expatrier en Russie. Mon idée du voyage, c'est pas traverser, c'est rester quelque part et puis aussi y retourner. Et d'un point de vue photographique, en fait, quand tu travailles au long terme comme ça, c'est de pouvoir regarder tes images et réfléchir, affiner la narration, faire des recherches, savoir ce que tu veux photographier. Donc c'est aussi un grand luxe et c'est ce que je me permets sur les projets documentaires. Et si t'as une bourse qui te permet de le faire, c'est génial. Ensuite, bien sûr, sur des commandes corporate, t'as une deadline, t'as un brief. C'est un exercice qui me plaît aussi beaucoup quand c'est des clients et puis des commandes qui me plaisent. Si tu veux avoir un cadre bien défini, c'est très libérateur aussi. Donc c'est quelque chose qui me plaît aussi, même si c'est un exercice complètement différent. Et puis ensuite, les commandes de presse, c'est un rapport au temps qui est complètement différent parce que généralement, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'on te demande de traiter d'un sujet en une après-midi, en une journée ou en 2 jours, un truc qui mériterait d'être traité en 2 semaines et t'as l'impression de survoler quelque chose. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de photographes dont les projets documentaires de long terme naissent, tu vois, à l'origine avec une commande et ensuite ils décident d'y retourner parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose à approfondir. Moi, c'est pour mes projets, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est des échelles complètement différentes. Ensuite, je l'ai fait. Ensuite, il y a des trucs dans lesquels je me plais beaucoup plus, d'autres moins. La commande de presse, c'est assez frustrant, mais c'est aussi un exercice. Et puis, c'est un métier. Hein, c'est pour ça que tu as des mecs qui le font bien, tu vois, qui font des beaux projets documentaires qui sont incapables de te faire une commande en 1 journée ou 2 journées. Donc, c'est quelque chose aussi que j'aime pour un exercice, mais qui peut être frustrant, ouais. La jeunesse d'Inland, c'est une rencontre entre Mélanie Wenger, Jeff Bonifacino et Tim Franco, qui ont parlé de créer une coopérative. Et ensuite, qui m'ont demandé si je voulais être le 4e cofondateur. Donc bien sûr, moi, ça m'a intéressé. C'est Tim qui est venu vers moi, Tim qui est un vieil ami de Shanghai, maintenant qui est basé à Séoul. L'idée, c'est que c'était créer une structure en fait qui soit entre le collectif et l'agence, qui regroupe des photographes documentaires au long cours, qui travaillent sur des sujets donc documentaires sur plusieurs années, et donc qui ont des écritures esthétiquement un peu différentes, mais en fait qui ont des ambitions documentaires et qui ont une méthodologie de travail, de recherche, et ensuite d'approfondir un sujet et tout ça, et donc de les réunir et de créer une structure à laquelle on contribue tous et qui nous permettra en fait de mettre en valeur ces écritures et puis de créer une espèce c'est un gros mot, mais une espèce de marque en fait avec un ADN, cet ADN au long cours documentaire. Et donc voilà, c'est créer un outil fait par les photographes pour les photographes qui nous permet d'avoir une directrice qui est Ariane Kowalewski, qui fait un boulot formidable, qui est basée à Paris et qui travaille pour les 14 photographes d'Inland. Donc à l'origine, on devait être 13, mais là on a fait un appel à projet, enfin on était 11 à un moment. On a nommé un photographe dont on aimait beaucoup le travail, qui s'appelle Cyril Abad, et on a fait un appel à candidature pour trouver le 13e larron ou larronne. Et en fait, on n'a pas arrivé à décider. On avait 4 finalistes, et il y en a 2 qui nous ont énormément plu, qui sont Myriam Abdelaziz et Jens Schwartz. Donc Myriam Abdelaziz, qui est une photographe franco-égyptienne et américaine, qui va avoir 3 passeports, qui est basée à New York depuis 10 ans, qui fait un travail documentaire axé sur le portrait, qui fait un travail superbe et super intéressant. Et Jens Schwartz, qui est un photographe allemand qui est basé à Munich, qui enseigne aussi,
qui est un photographe plus expérimenté que nous tous et qui apporte vraiment quelque chose, un professionnalisme mais aussi une vision de l'industrie photographique parce qu'il est passé comme moi par l'agence Life et d'autres collectifs et tout ça, et qui a un boulot superbe, super intéressant aussi, notamment en Irlande du Nord. Et donc voilà, on les a pris tous les deux. Donc maintenant on est 14 et Inland, c'est une plateforme pour faire parler de notre travail et puis montrer que on se concentre vraiment sur des projets recherchés et photographiés sur le long cours. Le futur de la photographie, grande question. Le futur de ma photographie, jusqu'au bout, à mon avis, jusqu'à la fin de ma vie. C'est vraiment une passion dévorante maintenant. J'envisage ma vie qu'au travers de ça, donc j'ai vraiment envie de continuer. Et puis moi je fonctionne par la passion. Donc pendant 12 ans, c'était le sport. Et j'ai réussi à arrêter celle-ci parce que je suis passé à une autre. Et donc j'ai la chance que c'est un métier passionnant et que je m'imagine pas arrêter un jour et puis continuer jusqu'à ce que je pourrais me déplacer et tout ça. Continuer des projets documentaires et puis continuer l'équilibre qui m'a soutenu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jongler entre des commandes institutionnelles, éditoriales et puis les projets vraiment documentaires qui me tiennent à cœur. Si je pouvais dédier mon temps que à ça, je serais vraiment ravi. Mais bon, c'est pas possible, hein. Il faut un peu faire tout ce que tu peux faire dans différents domaines pour pouvoir maintenir ton économie. Ensuite, l'avenir de la photographie. Moi, je suis plein d'optimisme pour la photographie en général parce que je trouve qu'il y a un dynamisme créatif hors du commun dans la photographie. Je découvre tous les jours des photographes absolument formidables. Ensuite, c'est difficile économiquement. Il faut qu'on ait tous à se battre pour des publications dans quelques magazines, quelques bourses. Donc c'est vraiment difficile. J'ai l'impression que ça démotive pas non plus plein de jeunes photographes de se lancer, d'essayer. Donc c'est bien, mais c'est vraiment difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes plus âgés qui se rendent pas compte à quel point c'est difficile maintenant. Déjà, c'est plus possible de vivre que de la presse. Il y en a peut-être, ça se compte sur les doigts de la main. Donc il faut savoir faire plein de choses. Donc c'est un équilibre un peu instable. Mais en France, on est encore un pays où il y a énormément de soutien pour la culture et la photographie, donc on peut pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'on est tous à candidater à quelques bourses, à quelques résidences et puis avec quelques publications. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.